Un contact, c'est une suite d'images qui n'a pas de suite dans les idées. L'œil manipule des sensations et pas des idées. Un contact, ce n'est pas un film qui raconte une histoire. C'est une marche, une démarche de l'œil aux aguets. En fouillant dans mes contacts, vous espérez peut-être y découvrir des secrets. Vous ne trouverez que des tâtonnements, une succession de ratés, de fausses notes à la recherche de la note juste. Souvent, on me demande, avez-vous eu ce que vous vouliez? Comment voulez-vous que je sache ce que je voulais? Une photo, c'est une rencontre, une surprise. Je photographie souvent en flânant, mais aussi en courant après l'actualité. Le 1er juillet 1962, je marche dans les rues d'Alger. C'est la veille de l'indépendance. Au coin d'une rue, ma flânerie se transforme vite en course folle, désordre et cacophonie d'une grande manif. Comment cadrer les images dans ce déchaînement chaotique de visages, de bannières, de bras tendus? Je me porte en tête du cortège pour le précéder, pour faire face au visage, au regard. Capa avait raison, si les photos ne sont pas bonnes, c'est qu'on n'est pas assez près. Alors je marche à reculons. Les visages, les cris se rapprochent. La bonne photo aussi, elle vient à moi. Les cris sont si forts, je n'entends même plus le bruit du déclencheur. Je sens que je photographie mieux. Les yeux pleins de poussière et de soleil, les images se bousculent dans un corps à corps de plus en plus fort qui me mettent en résonance avec la vibration de la foule. J'ai connu d'autres exaltations au milieu d'autres foules. Ici, à Pékin, place Tiananmen, en 1965, 1 million d'hommes et de femmes défilent en rang serré. Un seul ordre, une seule clameur. Manifestants et policiers sont du même côté, celui du pouvoir. On le lit sur les visages comme sur les calicots. Les cris montent, l'émotion aussi. Attention, je n'enregistre pas le son, ne confondons pas les sens. Ce que je cherche, c'est une image, une photo qui dira pourquoi et contre qui sont ces cris. Au plus fort des hurlements, les portraits de Mao et d'Ho Chi Minh, image dans l'image, se rejoignent dans mon viseur. Voilà la bonne photo, celle que j'espérais. Entraîné dans le sillage d'une cause alors simple et évidente, je me retrouve à Washington un jour d'octobre 1967. L'été indien inonde de soleil une marche immense et joyeuse pour la paix au Vietnam. Par centaines de milliers, blancs et noirs, garçons et filles, osent investir le Pentagone, citadelle et symbole de la plus puissante armée du monde. La jeunesse américaine donne ce jour-là à l'Amérique un beau visage. Je photographie avec frénésie. La nuit tombe. J'épuise mes films quand cette jeune fille avec une fleur, seule face aux baïonnettes, dessine dans mon viseur le symbole de la jeunesse américaine. C'est la dernière photo de mon dernier film. Aidée par la chance, elle fait le tour du monde, pendant que les autres photos restaient au fond d'un tiroir. Aujourd'hui, je relis cette feuille contact comme un carnet de notes. Je choisis une autre photo. Visage masqué et baïonnette menaçante semble former une géométrie et une image inquiétante. C'est le triste visage donné ce jour-là par le pouvoir américain. Mais la fleur n'y est pas. Il n'y a que les méchants. Le premier choix était bien le bon.
En 1953, venant de Lyon, je débarque à Paris. Ce sont mes premiers pas dans la capitale et dans la photographie. Avec mon Leica et un seul film, je me promène près de la Tour Eiffel. Justement, on la repeint. J'aperçois de véritables acrobates armés de pinceaux. Je veux les voir de plus près et je monte. Accroché au petit escalier en colimaçon, avec mon seul objectif de 50 mm, je ne pouvais faire ni gros plan ni grand angle. Il ne me restait qu'un seul choix, le bon moment. Ces contraintes, cette économie de moyens, ce fut justement ma chance. Et sur ce contact, le choix était simple, ce qui n'est pas toujours le cas. La meilleure photo saute aux yeux comme le bon accord sonne juste à l'oreille. J'ai vu le monde, mais je ne suis pas globe-trotter. Je crois même que je ne suis pas fait pour les voyages. Je suis plutôt un promeneur. Je voyage à mon rythme. En 1955, il m'a fallu 6 mois par la route pour arriver en Inde, où j'ai vécu 1 an. Bénarès, sur les bords du Gange. Ici, encore une foule, mais pas de cris. Dans l'immense murmure du silence et des prières, il y a une harmonie, un recueillement même. Le pèlerin qui étend son sari au soleil crée dans la lumière une sculpture éphémère. Ici, en Inde, tout est noir et blanc, mais le blanc domine. Khomeini est de retour à Téhéran. D'un toit, je regarde l'hystérie des femmes en tchador qui lancent à l'imam tout ce qu'elles portent sous leur voile. Voile noir ou sari blanc, les draperies sont toujours belles, toujours photogéniques. J'aime les murs avec graffiti et slogans qui sont beaux surtout quand on ne les comprend pas. Je n'ai jamais approché Khomeini de près, mais son visage, son regard, je l'ai croisé dans une rue de la banlieue de Téhéran, peint sur un grand panneau. Encore les murs et les draperies. 2 yeux, 2 femmes voilées. Comme l'Inde, l'Iran est un pays en noir et blanc, mais ici, c'est le noir qui domine. Le 12 mai 1987, à 13 heures précises, des millions de téléspectateurs attendent l'apparition de Klaus Barbie. Dans le palais de justice de Lyon, les avocats attendent aussi. Brusquement, Barbie surgit dans mon viseur. Je le sais, tortionnaire et tueur. Jamais mon appareil n'a été un bouclier aussi efficace. J'appuie nerveusement sur le déclencheur. 44 ans auparavant, ici à Lyon, tant de camarades de la résistance, de parents proches, ont été torturés, fusillés par le boucher de Lyon. Maintenant, il est à quelques mètres de moi. Il a l'air d'un gentleman courtois, réservé, presque vulnérable. On lui confierait ses enfants. Faut-il se fier à l'image? Le soir, au laboratoire, je découvre sur le contact ce que je n'avais pas vu. Les regards respectueux qui convergent tous vers l'accusé comme s'il était une vedette. Pendant le procès, j'ai rencontré un autre personnage.
Julien Favet, le seul témoin survivant de la rafle d'Isieux commandée par Barbie. 43 enfants de 5 à 15 ans qui ont été jetés vivants dans le brasier à Auschwitz. Favet est un ancien valet de ferme, analphabète, avec son œil difforme, la bouche tordue. Il pourrait vraiment faire peur. Et pourtant, c'est un homme doux, sensible, obsédé par la vérité, révolté contre l'injustice. Il ne faut vraiment pas se fier à l'image. Couvrir l'actualité peut être enivrant et fournir une formidable matière première, mais je pratique plus souvent la photographie comme un travail de solitaire, avec de longues heures de marche et d'attente. Je photographie les gens et les événements de toutes sortes, mais la rue, le village et la campagne sont mes lieux favoris. Un dimanche, dans un village de Touraine, on y célèbre le 150e anniversaire du corps de sapeurs-pompiers de Pont-le-Voix. Le capitaine Benal dirige magistralement la musique. Pas besoin de légende. Il est clair, nous sommes en France. 2 sœurs, l'une modiste, l'autre couturière, Renée et Cécile Aloïs, depuis 80 ans s'habillent très précisément de la même manière. Je fais 4 ou 5 vues de la même scène, un pas en avant, l'œil se déplace de quelques centimètres et pour moi, tout change. Mais la bonne photo est là. Ce sont ces petits détails qui ont fait la différence. Sur le contact, je fais mon choix et la photo, une fois choisie, je l'oublie un peu, elle mène sa vie.